Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous parce qu'on va parler de magie. Pas du tout, on va bien parler de bande dessinée. Soyez les bienvenus chez moi, surtout après une intro aussi pétée. On se fait plaisir, on s'amuse, c'est le principal. Dans ce nouvel épisode de la trilogie du comics, je vais revenir sur 3 bandes dessinées américaines que j'ai lues récemment, et je me fais plaisir avec une petite dérogation sur de la franco-belge. C'est parti. Première œuvre que j'ai achetée aujourd'hui, que j'ai lue aujourd'hui, c'est l'occasion d'en parler fraîchement. Il s'agit de Krypto, le dernier chien de Krypton. Voilà, un récit complet scénarisé par Ryan North qui m'a conquis avec son run sur Les 4 Fantastiques. D'ailleurs, il faut que je m'achète, que je m'offre, que je me trouve le troisième deluxe, le troisième et dernier deluxe sur ce run. Ça fait vraiment plaisir de le retrouver dans cette petite BD avec au dessin Mike Norton qui a travaillé sur la Ligue des Justiciers. 17 €, 120 pages, 5 chapitres, des chapitres d'ailleurs composés un peu à l'instar de notre BD préféré de Superman, c'est-à-dire Superman for All Seasons. C'est vraiment l'histoire de Superman que je préfère. Chaque chapitre est titré, découpé via les différentes saisons. Krypto, alors là on offre, grâce à Superman 2025 de notre cher réalisateur James Gunn, Krypto a droit à une belle mise en avant. Là ici, il a son récit complet, son origin story, et j'ai passé un très bon moment de lecture. Avant de parler de l'histoire et de vous dire ce que j'en ai pensé, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon de l'édition. Donc là, toujours l'ère DC Prime. Nous avons donc ce fameux format comic standard cartonné blanc. Très joli, on s'y habitue, la cover est magnifique, je ne me suis pas renseigné, je ne sais pas qui l'a réalisé, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je dormirai moins bête ce soir. L'histoire commence naturellement sur Krypton et notre chien a une vie de prince. C'est un chien qui est choyé, il est aimé, et surtout, à l'inverse de Krypto dans Superman de James Gunn, c'est un chien qui est éduqué. Très appréciable de ne pas le voir faire l'idiot tout le long du récit, j'avoue. Donc très chouette parce qu'on arrive à un moment assez déterminant. On le sait tous, la planète Krypton va bientôt imploser. Les parents de Kal-El sont des scientifiques et voient le truc arriver. Donc là, ils vont tester une de leurs premières fusées parce que c'est malheureusement une solution extrême parce que à défaut de réussir à sauver la planète, il va falloir au moins sauver le petit. Krypto va donc essayer cette première fusée, et malheureusement, il va être aspiré dans des trous de verre. C'est le premier moment déchirant qu'on peut vivre avec ce chien. Je pense qu'on a tous pleuré devant Je suis une légende. Et ben, ce Krypto-là, dans ce récit, qui se lit plutôt rapidement parce que Krypto ne parle pas, donc on a quand même ces moments de cases muettes et qui laissent le dessin parler. Et c'est là où je tiens à préciser une chose, c'est que notre ami Mike Norton a fait un boulot de dingue sur les animaux, je trouve, parce que Krypto n'est pas le seul chien, et ne serait-ce que les expressions de cette bouille, vraiment un boulot, je pense, de documentation, de recherche sur le comportement animal, comportement canin, qu'on retrouve ici. Krypto est donc arraché à sa famille à cause de ces trous de verre, et il va se retrouver propulsé jusqu'à la Terre. Pas très loin de Metropolis d'ailleurs. Et là, on va aborder plusieurs thèmes dans ce bouquin qui sont propres aux animaux, que ce soit la maltraitance, l'abandon, l'amour, l'affection, et surtout ce but de se trouver un foyer. Première rencontre, il va tomber sur Lex Luthor. Et Lex Luthor, enfant, et vous doutez bien qu'il ne va pas être le meilleur des maîtres. On a quelques doubles planches qui sont vraiment très jolies, et je trouve que grâce au dessin, grâce à cette fameuse narration séquentielle, quelque part, on est vraiment immergé, c'est vraiment immersif avec ce chien, quoi. On suit l'histoire de son point de vue, et je trouve que c'est vraiment la force de ce récit, d'arriver à se mettre à la place du chien. Le moment où il découvre ses pouvoirs, c'est un moment très déterminant parce que c'est un chien qui va avoir le réflexe de mettre en sécurité le monde qui l'entoure. Il a ce truc super héroïque, mais c'est un bon chien, quoi. Il ne fuit pas face au danger, il va justement l'affronter, alors qu'il n'est pas au courant de ses super pouvoirs.
Arrivé au printemps, Crypto va devoir affronter un ennemi venu de l'espace. Donc ça c'est plutôt chouette. Nous avons aussi une belle rencontre avec un autre chien. Ils vivent des moments assez sympathiques. Ce que j'ai adoré avec ce récit, c'est qu'on a vraiment Crypto qui débarque sur Terre, qui est complètement perdu. On passe vraiment du chien errant qui rencontre une mauvaise famille. Il passe à autre chose, il fait des rencontres plus agréables, et toujours dans ce truc de protéger les autres, en découvrant ses pouvoirs, et tout ça va l'amener petit à petit à notre Clark Kent, et on se demande comment ça va se passer, on le découvre ensemble, et du point de vue du chien, donc ça se lit très vite, il y a très peu de texte. Les dessins et les couleurs sont vraiment top pour mettre en avant ses super pouvoirs. Il y a même de belles astuces pour faire comme s'il avait une cape. Dans les thèmes abordés comme la perte, la maltraitance, on y va à fond, il n'y a pas de demi-mesure, il vit la chose, on le vit avec lui. Petit récit, mais avec un impact. Le dernier chapitre se déroule en été, et je vous laisse imaginer les champs de blé. Voilà, je suis très content de cette lecture, je l'ai pris un peu sur un coup de tête, et à la fin, on a droit à des galeries de couverture, et je me permets de vous en montrer au moins une. Et on peut au moins remercier le film de James Gunn pour ça. Voilà, Dan Mora qui a fait une magnifique cover de Superman et Crypto. Je suis très content d'avoir lu ce récit sur Crypto, c'est pas un personnage de DC vers qui je me tourne habituellement, mais là on a droit à une super origin story, un récit complet qui se cale vraiment bien dans la continuité, donc ça permet d'en apprendre plus sur comment il a débarqué sur Terre. Je trouvais ça vraiment cool, vraiment chouette, ça se lit très bien, ça se lit rapidement, les dessins sont chouettes, pas beaucoup de choses négatives, peut-être que le dessinateur dessine mieux les animaux que les humains, peut-être. La dernière planche, par exemple, ne m'a pas convaincu. C'est dommage. La dernière page, la dernière planche ne m'a pas convaincu. Mais voilà, ça, j'ai pas boudé mon plaisir, c'était une très bonne lecture. Crypto, le dernier chien de Krypton. Ça roupille, je vais vous secouer tout ça. On part tout de suite en 1994, et je parle pas de The Mask, je parle plutôt d'une série animée que j'adorais quand j'étais petit. Il s'agit de Gargoyles. Gargoyles, c'était épique. Qu'est-ce que j'aimais ce dessin animé. Je vous invite à aller voir la vidéo de 1G Comics, qui a fait une vidéo de véritable passionné. L'enfant qui est en lui est ressorti dans cette vidéo. Il nous parle de Batman, la série animée, de Gargoyles, du contexte de l'époque. On avait droit vraiment à des dessins animés sérieux. On ne prenait pas les enfants pour des idiots. Et les grands pouvaient regarder avec nous. Et ça, c'était vraiment cool. Et Gargoyles, j'avoue que j'ai la voix de Benoît Alman, le comédien qui prêtait sa voix à Goliath. C'est la nature des humains que d'avoir peur de ce qu'ils ne comprennent pas. En tête, donc c'était un comédien. J'ai eu la chance d'assister à une convention où il est intervenu. Il a commencé dans les années 60, il s'est retrouvé 30 ans après sur Gargoyles, il faisait la voix bien sûr de Morgan Freeman et plein d'autres personnages. Gargoyles, ici à Manhattan, c'est le tome 1 sur 2. Le second tome sortira le 24 juin 2026, donc c'est cool, c'est dans pas longtemps. C'est vraiment des tomes d'introduction pour lancer ce nouvel arc. Greg Weisman, le créateur de Gargoyles, scénarise cette BD, et voilà, c'est sorti en 2022 aux États-Unis. Il y a l'épisode 1 à 6, et lui-même reconnaît que ça démarre surtout à partir de l'épisode 5 et 6 pour lui. Voilà, les enjeux montent en flèche jusqu'au numéro 5 et 6. Alors, la statue de pierre le jour et guerrier la nuit, nous avons été trahis par les humains que nous avions juré de protéger. Un sortilège nous a changé en pierre pour un millier d'années. Maintenant, ici à Manhattan, nous sommes délivrés de ce sortilège et nous vivons de nouveau. Nous sommes les protecteurs qui veillent la nuit, nous sommes les gargouilles. Il y a eu 3 saisons, elles sont disponibles sur Disney+. Ici, nous avons la suite donc de la série animée. La question qu'on peut se poser en tant que lecteur, que ce soit nouveau ou ancien lecteur, est-ce qu'il faut avoir vu le dessin animé avant d'aller sur ce titre? Pas forcément. Pas forcément, pourquoi? Parce que on arrive à un moment de l'histoire où tu sens que les personnages ont vécu pas mal de choses ensemble. Il y a des couples, il y a des blessures de guerre, les gargouilles sont restés 1000 ans en statue de pierre à cause d'un sortilège. On découvre ça dans les 6 premiers épisodes de la série animée, et c'est l'une de ces histoires gamins qui m'a appris la tolérance, ou l'acceptation de la différence. C'est clairement le message principal des Gargoyles, sachant en plus que c'est très divertissant, parce que c'est de l'action, il y a vraiment ce rapport rivalité avec la série Batman de l'époque. Les gargouilles sont chez eux, et leur but c'est de protéger leur foyer. Plusieurs personnages. Alors ce qui est intéressant, c'est que Goliath, c'était le seul, c'est le leader du groupe, c'est le chef, et c'est le seul qui avait droit à un prénom à l'époque. Et une fois arrivé à Manhattan, à New York,
les gargouilles se sont donné des prénoms par rapport au lieu de New York. On a Brooklyn, on a Livingston, on a le Hudson, on a Bronx. On démarre quand même le comics avec un édito de Greg Weisman qui nous parle un petit peu de tout ce qui s'est passé pour en arriver à ce bouquin sorti en 2022 aux États-Unis. La couverture est de David Nakayama et il a fait un boulot de dingue. Alors le dessin est quand même assez moderne. Je retrouve pas forcément le grain old school des années 90, même si mes personnages de mon enfance ne sont pas dénaturés, je les reconnais très bien, je les retrouve, et ça fait vraiment plaisir. La caractérisation des personnages est bien respectée, parce que avant de lire le comic, j'ai vu plein d'épisodes. Il y a pas mal de cases où on nous explique ce qui s'est passé, où c'est résumé, donc on parle du château médiéval qui se retrouve au-dessus des nuages pour pouvoir rompre le sort qu'ont subi les gargouilles. On va retrouver aussi une palette d'ennemis connus de la série, mais bon, quand tu démarres le comics, franchement, tu peux être un peu perdu. Voilà, Coldstone et Coldfire, lui, c'est un zombie cyborg, elle a un robot. Ils ont tous deux l'âme d'une gargouille issue du clan Écossais de Goliath. Je sais, ça paraît plutôt compliqué, mais promis, c'est tout ce qu'il faut retenir. Débrouille-toi pour comprendre qui sont les personnages, et voilà quoi. Suis l'histoire. Donc là, dans cette suite de la série animée, on a l'une des valeurs, l'un des thèmes principaux de la série, c'est la famille. Et là, il y a un œuf de gargouille sur le point d'éclore, qui se fait enlever. Le but principal est bien sûr d'introduire tous ces personnages, de réexpliquer un peu le contexte et surtout de retrouver l'œuf disparu. Et on sent qu'il y a plein de choses de mise en place, des méchants à venir. Et c'est assez riche, très agréable comme lecture, très content de retrouver les personnages. On a toujours des thèmes propres aux gargouilles, ce respect de l'être humain, ce respect de l'autre, prendre soin des autres. Et eux, leur différence, malheureusement, ils sont toujours traqués. Il y a toujours des moments où ils se font traquer. Ça, c'est des choses qu'on retrouve ici, comme dans la série. Et honnêtement, Goliath, quel charisme. Je l'avais enjoué à l'époque, quel charisme. Donc voilà, c'est vraiment un tome d'introduction. Je pense que j'aurai un avis un peu plus définitif sur le sujet quand je lirai le second bouquin. Vraiment, mon impression première, c'est lecture assez chargée, parce que beaucoup de personnages, beaucoup de background quand même. Je conseillerais vraiment Mon conseil premier, c'est vraiment de regarder la série avant d'aller sur le titre. Vraiment. Avec le recul, c'est ce que je me dis, parce qu'on a raté pas mal de choses, et je le ressens, même si on nous dit... T'inquiète, c'est pas grave, c'est tout ce que tu as à savoir. Je ressens vraiment ça, moi. Personnellement, je ressens vraiment ça. Après, ça reste du divertissement. Les personnages, tu comprends très bien qui est qui. Goliath, c'est bien sûr le leader. Il y a Brooklyn qui est son second. On a l'inspectrice qui fait le lien entre les gargouilles via son histoire d'amour et amitié, même avec les gargouilles, qui fait le lien entre les humains et les gargouilles. On retrouve le méchant iconique qui a fait en sorte de réveiller les gargouilles à l'époque. Donc David Xanatos. Donc là, 152 pages pour 20,99 €. Gargoyles, c'est vraiment une série de cœur. La nostalgie m'a fait acheter ce bouquin. Bravo. Hâte de lire la suite. Voilà pour Gargoyles. Je vous invite à regarder le dessin animé, c'est culte. Et trop content de retrouver ça en comics. Troisième comics, et restons sur le thème de la famille avec The Rockefellers. Là, je me suis fait plutôt sourire parce que je me suis dit, mec, tu suis déjà l'Energion Universe, Ultimate Universe, Absolute Universe, ne va pas vers Ghost Machine, ne va pas vers l'univers Unnamed. Force est de constater que les titres m'attirent. J'ai pris Rook Exodus aussi il y a quelques temps. Donc là, un petit tour d'horizon sur l'édition. C'est sorti le 20 mars dernier pour 168 pages, 18,50 € chez Urban Indies. Voilà, Peter G. Tomasi au scénario et Francis Manapoul au dessin. Francis Manapoul, c'est le point fort, c'est son dessin, le point fort de ce récit. En quatrième de couverture, il y a une référence plutôt sympathique de l'un de mes films américains indépendants préférés. Il s'agit de Little Miss Sunshine. On a clairement une promesse avec cette référence pour moi. Ça, c'est un road movie et on suit les différents membres d'une famille qui ont chacun
névrose, on va dire, et leur but à atteindre. Là, ils vont tous partir en voyage pour emmener la petite de 7 ans, incarnée par Abigail Breslin, à un concours de beauté, un prestigieux concours de beauté, parce que c'est son rêve, d'où le Little Miss Sunshine. On a le papy, incarné par Alan Arkin, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait même eu un Oscar du second rôle. Paul Dano, très jeune, qui lui a fait le vœu d'être mutique, parce que c'est un fan de Nietzsche. Il a fait le vœu d'être mutique avant d'entrer dans la Royal Air Force, c'est ça? Dans l'Air Force Academy, incroyable. On a même Steve Carell, qui joue le rôle de l'oncle dépressif qui sort d'une tentative de suicide. Il s'est fait quitter par son amoureux, son amant. Bref, ça c'est vraiment un de mes films préférés. La musique du film est culte, on l'entend régulièrement d'ailleurs dans des émissions de télé et des reportages. Donc petite référence qui fait plaisir. Vous n'êtes pas une famille comme les autres. Donc là, il y a une petite faute d'orthographe, les gars. En effet, ça fait exactement 358 jours, 16 heures, 10 minutes et 11 secondes qu'on est coincé dans cette zone temporelle. On fait de notre mieux, on essaye de s'intégrer. Donc là, on a une famille qui vient tout droit du 25e siècle pour se réfugier dans notre temporalité. On ne sait pas pourquoi ils sont pourchassés, c'est très flou. Bon, c'est un tome d'introduction. On fait connaissance avec ces personnages. Le premier épisode est quand même épique parce qu'on arrive en plein cœur d'un moment, en plein cœur de l'action. Ils sont pourchassés et il se passe des choses assez dramatiques. Waouh! Le premier tome, franchement, il te met l'ambiance. Les dessins de Francis Manapoul aident énormément. Quand on tourne la première page, on a ce petit style un peu rétro-futuriste qui me rappelle le dernier film des 4 Fantastiques. Et c'est là où j'en arrive avec la fameuse comparaison, bien sûr, la porte complètement enfoncée. Ça nous rappelle les 4 Fantastiques parce que la famille est au cœur du récit, à l'instar de la première famille Marvel. On a un père de famille accompagné de son père, de sa femme, de ses 2 enfants et de leurs chiens. Eh oui, les chiens sont à l'honneur aujourd'hui dans la vidéo. Alors après cette course-poursuite, on retrouve nos personnages 1 an après les événements. Ça fait 1 an qu'ils sont chez nous, dans notre période temporelle, et ils essaient de s'intégrer à la vie en communauté, à notre société. Et là, j'ai une pensée pour mon poteau Lucas de la chaîne One More Day Comics qui faisait une belle référence, une belle remarque sur le bouquin, c'est qu'il y a un petit côté sitcom, parce que au fur et à mesure des épisodes, on a la famille qui prépare un barbecue, on a la famille qui va acheter un sapin de Noël. Il y a ce genre d'événements pour s'intégrer au sein de la société, pour aussi voir et faire connaissance avec les personnages. Le sapin de Noël, typiquement, on va apprendre que la Benjamine du groupe a une éducation assez écologique dans le futur, au point même de vouloir sauver le sapin. Je parlais du chien, petite mention pour cette cover qui rappelle le film John Wick, c'est vraiment excellent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas pourquoi cette famille doit se planquer, parce que c'est clairement ça, ils ont fui leur époque pour pouvoir se cacher. Se cacher de qui, on ne sait pas encore, on voit très bien que c'est des personnes dangereuses. Ils ont quand même un lien avec le futur, via des personnes sur place. Il y a pas mal de questions sans réponse. Après, c'est très divertissant, c'est vraiment un tome d'introduction pour faire connaissance avec les différents personnages. On a le fils un peu débrouillard, qui va faire un peu son business pour trafiquer ses trucs de son côté. On a le père qui, lui, est tout le temps en train de bosser au sous-sol de la maison, un peu comme un monsieur fantastique qui prépare des plans. Là, on se demande sur quoi il travaille. La maman, de son côté, on voit qu'elle essaie de ressentir, de revivre son mode de vie du 25e siècle, donc c'est pas évident. On a le papy qui, lui, a 125 ans, a une forme olympique, qui se fait un peu draguer par les mamies du quartier. Donc, pas mal de situations rigolotes qui jonglent avec certaines un peu plus sérieuses. Et arrivé à la fin de ce tome, on commence à capter certaines choses. Mais il faut attendre la dernière page pour que le papa nous annonce de quoi il en retourne. Donc vivement la suite. Alors j'espère que le fil rouge va être un peu plus présent, un peu plus tenu, pour éviter effectivement ce côté épisode lambda où on avance gentiment sur ce qui nous intéresse vraiment. Donc voilà, c'est vraiment un tome d'introduction. J'espère que la suite, ça va s'accélérer un petit peu. Parce que pas mal de choses mises en place. On a un voisin un peu curieux. On a 2 antagonistes, des méchants que le fils s'est mis à dos et qu'ils essaient de retrouver. Bah, ces gars-là, il y a un manque total de charisme et autant vous dire que j'en ai rien à faire. Donc ça provoque des situations, certes, mais voilà. Le chien, il est fandard. C'est entre Crypto et lui, franchement, je me suis éclaté avec les toutous sur ces dernières lectures. Je
Je parlais de la petite fille avec son côté écologique, elle vivait sa vie de son côté, mais c'est elle qui nous transmet le plus d'émotions à certains moments. Pas parce que c'est une petite fille, mais parce qu'elle se remémore certaines choses. Ce que j'attends de la suite, c'est peut-être une confrontation avec l'ennemi principal, c'est d'avoir un peu plus d'enjeux, d'accélérer au niveau du fil rouge, et peut-être un peu moins de barbecue, peut-être un peu moins de choses de la vie quotidienne, même si c'est important pour faire connaissance avec les personnages et développer cette famille, qui vit quand même pas mal de choses individuellement. Donc hâte de les voir un peu travailler un peu plus ensemble aussi, surtout le père va annoncer, va expliquer enfin pourquoi ils en sont là. Donc voilà. The Rockefellers, beaucoup aimé, très bonne lecture, un tome 1, introductif, vraiment chouette, dessin de Francis Manapoul, encore une fois, magnifique. Et une BD bonus. Eh oui, la trilogie du comics est terminée, mais j'ai envie de vous parler d'une BD bonus que j'avais envie d'intégrer normalement de base dans cet épisode. Il s'agit de la franco-belge, et j'en ai déjà parlé dans un précédent bilan, achat, lecture. Il s'agit de la BD Off, une BD franco-belge, donc aux éditions Daniel Maguen, de Romain Renard, Olivier Tollet au scénario, et on a Patrice Reglavizavona au dessin. Un petit point sur l'édition, donc c'est sorti le 4 février dernier, il y a 344 pages pour 32 €. Une couverture assez intrigante qu'on peut même placer comme ça, plutôt sympathique. Je parle de cette BD qui s'inscrit bien avec les autres parce qu'on est sur le thème de la famille, on va suivre différents membres d'une même famille qui vont vivre chacun de leur côté le fameux blackout. Une tempête solaire a provoqué l'extinction de tout ce qui est technologique, électricité dans le monde. L'action se passe en Belgique, donc ça change des États-Unis, et ça permet justement de voir un peu comment le gouvernement belge fonctionne ou réagirait, surtout que là-bas, il y a la monarchie. À la base, je crois que ça devait être adapté en série télé. Je pense qu'ils ont bien fait de pas le faire, surtout qu'il y en a eu une en 2012, pendant 2 saisons, 42 épisodes, 2012-2014, il y a une série télé qui s'appelait Révolution. Révolution, c'était une série télé créée par Eric Kripke, qui lui avait créé Supernatural, et plus récemment The Boys. Dans cette série télé, ça se passait 15 ans après le blackout, 15 ans après cette fameuse révolution technologique. Et là, Off, on vit les événements en temps réel, du moins au début, parce qu'après on a quelques ellipses temporelles. On va suivre Anne, qui est une ministre du gouvernement, qui elle s'apprêtait justement à libérer ses fonctions pour prendre sa retraite. Et cet événement majeur et sans précédent font qu'elle va devoir rester et même faire plus que ça. On a son frère Benoît qui lui est flic et sa femme est sur le point d'accoucher. Bien sûr, au moment où il y a la fameuse tempête solaire qui provoque cette fameuse panne d'électricité mondiale. Donc, je vous laisse imaginer comment accoucher sans matériel, sans technologie, le stress que ça engendre et voilà. On a un psychopathe de service qui est là aussi, qui est présent. Et c'est l'un des personnages qui m'a le plus... un traitement du personnage qui m'a vraiment le plus surpris. Et je remercie une personne qui est abonnée à la chaîne, qui m'a justement invité à parler de ce titre lors d'un épisode de la trilogie du comics, et qui m'a en plus fait savoir que c'était très inspiré, comme beaucoup d'œuvres d'ailleurs, d'un roman de René Barjavel. Il s'agit de Ravage, sorti en 1943. Ce sera sûrement l'une de mes lectures de l'été. Donc ça parle vraiment de ce côté post-apocalyptique, dystopique, où la technologie n'a plus place dans le quotidien, et là où on a vraiment une émergence d'une nouvelle civilisation. Et ça parle vraiment de ça. Et là, dans Off, on est justement dans ce thème-là, et c'est vraiment bien fait parce que c'est prenant, c'est stressant, c'est épique, on voit la bascule, on voit le changement, et c'est carrément plausible. C'est carrément quelque chose qu'on pourrait vivre si ça arrivait. Dans Off, on va vivre cette fin de l'humanité technologique. L'idée, c'est de repartir sur une nouvelle base, mais il se place, avant d'arriver à ça, de créer une nouvelle civilisation, un nouveau monde. Il y a plein de choses à vivre, et que ce soit des révolutions politiques, que ce soit des casseurs, des gens qui veulent survivre et qui reculent devant rien. C'est une histoire que je conseille, c'est vraiment très prenant, et les planches,
les planches et le découpage, c'est digne d'un film que j'ai adoré suivre. Les passages de nuit avec les aurores boréales, c'est magnifique. Il y a une colorisation, un étalonnage, j'ai même envie de dire, pour reprendre le terme un peu cinématographique, un étalonnage qui pose l'ambiance. On sent que le soleil est une menace par rapport à cette irruption, à cette tempête solaire. Sur les éclairages à la bougie, c'est vraiment bien fait. Vraiment, j'ai trouvé ça exceptionnel. Au niveau de la narration, c'est vraiment maîtrisé. C'est vraiment maîtrisé. Moi, je vous conseille fortement Off, qui est pour moi un blockbuster intelligent, qui est en cas de pépin, je le relirai. Alors pour moi, c'était une super lecture post-apocalyptique, dystopique. J'ai passé un super moment de lecture. Encore une fois, un page-turner. J'étais pris dans l'histoire. 344 pages, c'est un beau bébé quand même. Voilà pour Off. On a parlé de Off. On a parlé de The Rockefellers, on a parlé aussi des Gargoyles et Crypto, le dernier chien de Krypton. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.